Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Batman et vous écoutez On dirait le Sud. Un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux et extrêmement généreux en partage d'expériences. J'ai lancé ce podcast par soif d'apprendre, mais aussi pour donner la voix à des personnes inspirantes dans le sud de la France et partager avec vous cet apprentissage précieux. Mon invité du jour est Kevin Polizzi, le brillant fondateur de Jaguar Network, une très belle entreprise née à Marseille, qui fait partie des pépites de la tech en France. Cet épisode a été enregistré le 8 février, au tout début de l'arrivée du coronavirus en France, dont nous parlons un peu et notamment de la possibilité du retour du Made in France, de comment redevenir raisonnable. Des concepts qui font réfléchir à l'heure où je diffuse cet épisode. Vous allez voir, Kevin est très engagé pour sa région, il est très impliqué auprès des startups locales qui bossent dans la tech ou le digital. Il est plein d'optimisme aussi et à la fin il nous lance un teasing sur un nouveau projet qu'il a dévoilé début mars à la presse, qui est donc la création d'un campus intelligent dans les quartiers nord de Marseille. Cela fait tout son sens quand on écoute Kevin, qui veut voir Marseille devenir une ville d'accueil pour les hautes technologies. On parle de beaucoup d'autres sujets très intéressants comme l'export, les smart cities, la 5G, une mine d'or en termes d'apprentissage pour moi et pour vous, je l'espère. Une dernière chose avant de passer à l'interview, vous allez voir, je tutoie Kevin pendant l'interview et il me vous voit pour la simple et bonne raison que je suis accompagnée par un collègue de travail, Hugo, que je salue et il s'adresse donc à tous les deux. Voilà, je vous laisse découvrir cette conversation passionnante avec Kevin Polizzi. Bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Kevin, merci beaucoup pour ton accueil ici chez Jaguar Network, qui est dans le bâtiment Quentin. Pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton enfance. Tu es né en 1981, tu as grandi à Istres, donc à quelques kilomètres de Marseille. Oui, bonjour, absolument. Je suis né en 1981, j'ai la chance d'avoir un frère jumeau. Et donc, on a grandi entre Istres et Marseille. Istres pour la partie de notre enfance et de nos premières études, et puis Marseille dans le deuxième temps pour notre école d'ingénieur. Et tu vis toujours à Istres actuellement ? Ouais, j'habite toujours à Istres avec un grand plaisir, à la fois parce qu'on y retrouve notre famille, mais aussi tous nos amis d'enfance, pour beaucoup qui sont restés. Comme je dis toujours, c'est toujours un grand plaisir de partir et un immense bonheur de revenir. Donc on va continuer ainsi. Quel souvenir tu as de ton enfance ? C'était comment de grandir dans le sud de la France ? Alors, évidemment, on en profite énormément. On vit dehors, et puis dans les années 80, on est entre deux générations. Une génération qui n'a pas connu l'informatique et nous qui découvrons les débuts des premiers ordinateurs, des Amstrad, des premiers ordinateurs Apple. Et donc, quelque part, cette vie dedans-dehors, elle nous permet d'être à la confluence de deux mondes. Et je dis toujours que grandir dans le sud de la France, ça a un avantage certain, c'est que ça nous rend assez pragmatiques et assez directs entre la nature et la ville. Et je pense que ça nous a donné énormément de capacités, notamment dans notre capacité à choisir et à prendre des décisions immédiates. Pourquoi ? Parce qu'il faut être pragmatique, savoir jouer dans les bois, savoir jouer un petit peu partout. Et de l'autre côté, être sérieux, savoir se plonger dans les livres et dans les débuts de l'informatique et des jeux vidéo. Je vais juste rappeler pour ceux qui nous écoutent ce que c'est Jaguar Network, donc l'entreprise que tu as créée alors que tu avais 20 ans. Jaguar Network est un opérateur et fournisseur de services cloud et télécom et qui est devenu en très peu de temps une pépite de la tech marseillaise. En 2019, tu vends 75% de la boîte au groupe Iliad de Xavier Niel pour 100 millions. Mais Jaguar Network est bien plus que ça. Vous travaillez également dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, le bâtiment où nous sommes actuellement est dédié à l'IA. Ouais, c'est un bâtiment un petit peu atypique parce que lorsqu'on a acquis cette parcelle en 2016, on a voulu très rapidement construire un bâtiment à l'image de nos salariés. C'est-à-dire à la fois une population très technique, très commerce, des seniors qui croisent des juniors, des alternants, et finalement une recherche de sens au travail qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, mais qui est assez naturelle pour nous depuis déjà quelques années. Donc ce bâtiment, il est à la fois très connecté, plus de 1500 capteurs pour un petit peu moins de 6000 m² de bureaux,
mais aussi construit autour des atouts et des faiblesses de la métropole. Énormément de places de parking, parce qu'on est dans une zone qui est parfois difficilement accessible. Et à l'inverse, énormément d'espaces ouverts pour que les gens se rencontrent. Parce qu'effectivement, en gardant du monde sur un lieu de travail, il faut aussi les faire grandir et leur trouver des activités annexes. Donc on a par exemple construit un terrain de foot sur des places de parking qui ne servent pas. On a construit un certain nombre de compétitions. Et même si ce bâtiment il est très certifié parce que nos activités sont assez sensibles, on a des clients à la fois renommés, mais aussi des collectivités et des activités gouvernementales, il est pour autant ouvert, puisque les rooftops qui nous donnent une vue absolument superbe sur la rade marseillaise, l'été, on y retrouve des soirées, notamment de l'ordre des avocats, de l'ordre des pharmaciens, etc., etc. Et donc on veut mélanger un petit peu entre ce monde physique et ce monde numérique. Et finalement, l'architecture en est une excellente signature. Je crois que tu es assez sensible justement à la mobilité. Si je ne me trompe pas, l'accessibilité à Marseille, c'est assez compliqué, dans la région globalement. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est compliqué partout. Donc déjà, on n'a pas le monopole du fait que ce soit complexe. Il y a plus de monde sur les routes. Il n'y avait pas à l'époque le big data et tout ce qu'on voit aujourd'hui pour être capable de mesurer précisément ce qui se passe sur la voirie. Et clairement, il y a toute une génération de politiques, il y a 20, 30, 40 ans, qui n'ont pas du tout anticipé les croissances des métropoles. Un chiffre très simple, il y a 30 ou 40 ans, il y avait 30% des gens dans les métropoles. Aujourd'hui, on a dépassé 52%. Et donc, ce flux, quand on était petit, on appelait ça l'exode rural. Bon, aujourd'hui, les gens naissent dans les métropoles, grandissent dans les métropoles, font leurs enfants dans les métropoles, et les entreprises qui veulent recruter sont dans les métropoles. Il y a un lien qui est absolument phénoménal entre économie et mobilité. Et donc en 2014, via Medinsoft, quand on a créé une commission Smart City, le premier sujet qu'on a mis en avant, c'est la mobilité, parce qu'on a beau offrir la plus belle carrière aux gens, on a beau leur donner les plus belles projections, s'ils mettent 1h 3/4 pour aller au travail le matin, on ne les garde pas. Et donc, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais on a des idées d'évolution, parce que de ma croyance, il ne suffit pas de construire des routes pour régler le problème de la mobilité. Il y a 25 possibilités de le faire sans dépenser tout cet argent. Très bien, oui, on va en parler plus tard sur de cette accessibilité qui est compliquée et sur tout ce que tu as fait chez Medinsoft. Mais d'abord, je voudrais parler de ce bâtiment, ce Smart Building. Il y a aussi un centre dédié à l'accélération des startups à fort contenu technologique. Des modèles disruptifs ou business plans audacieux, comme tu le dis. Peux-tu nous détailler ce programme d'accélération de start-up que vous avez créé ici ? Alors aujourd'hui, on a un programme dans Quanta qui va permettre d'accélérer les start-up au niveau technologique. Lorsqu'une entreprise est créée, souvent elle naît d'une idée, et on dit toujours 1% l'idée, 99% l'exécution. Et donc quand on est tout seul, c'est plus long, c'est pas très facile. Chez Jaguar Network, on a connu cette période de solitude et elle est vraiment empreinte de doute. Et je dirais que quand on a créé cette société il y a quasiment 20 ans, finalement, on avait le temps. Vous aviez quelqu'un qui vous a aidé justement au démarrage ou... Pas vraiment. À l'époque, c'était pas très en vue les startups. C'était même le contraire. Moi, j'ai créé cette société en étant étudiant et le corps professoral me demandait pourquoi j'étais entrepreneur. Pourquoi, finalement, j'attendais pas d'avoir 30 ou 40 ans pour monter ma boîte. C'était pas si à la mode que maintenant. Il faut toujours des pionniers, donc j'ai eu la chance d'en être un, du moins d'y croire. Aujourd'hui, ces startups, elles lèvent de l'argent quasiment systématiquement parce que c'est un petit peu la mode. Or, elles investissent souvent cet argent assez mal parce qu'elles sont très mal conseillées sur quoi en faire. En France, on est très très bon pour faire de la technologie, on est assez mauvais pour le marketing et les ventes. Très très dur d'avoir un devis. Encore cette semaine, je cherchais un devis d'artisan. Je pense que j'aurai mon devis dans 3 semaines. Probablement la réalisation dans 6 et il aura son argent dans 12. Donc c'est absolument pas à l'heure de la réalité économique. Et donc ces startups, quelque part, elles ont le droit de venir piocher dans le coffre-fort de Jaguar Network, dans toute la R&D qu'on a créée depuis maintenant plus de 15 ans. Et cette accélération technique, elle est très simple. On n'est pas forcément obligé de rentrer au capital des boîtes. Dans la majeure partie des cas, on leur donne les choses tout simplement. Et surtout, on les accompagne.
Voilà, on n'est pas obligé d'acheter un ordinateur 19 pouces, on peut acheter un ordinateur portable 13 pouces. On n'est pas obligé d'acheter le dernier microscope à la mode quand on est une biotech. On peut louer 5 heures de microscope au CNRS parce que ça arrange beaucoup le CNRS d'avoir des nouvelles sources de revenus. Et quelque part, disrupter, c'est déjà disrupter la méthode, casser les croyances. Et puis, ce qui est assez intéressant, qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est la collaboration naturelle qui se met en place entre les startups. On a fait un truc qui est très simple, que tout le monde peut faire. C'est par mois, organiser un petit déjeuner, format 8h, 9h, donc qui ne consomme absolument pas de temps à personne. Et franchement, ça ne consomme pas beaucoup de ressources financières. Ne serait-ce que pour qu'ils se mettent autour de la table, qu'ils échangent. Voilà, ils ont tous des réseaux, ils ont tous de l'expérience, ils ont tous des produits qui parfois même sont complémentaires sans qu'ils s'en doutent. Or, ils sont à 20 mètres les uns des autres. Et donc, créer les conditions de discuter ensemble, créer les conditions du succès, c'est naturellement proposer un parcours d'accélération. Donc, les startups sont logées ici, dans ce bâtiment ? Alors, quand on a de la place, elles sont logées là. Je dois vous avouer que même si on avait vu assez grand sur le bâtiment, c'est un peu la crise du logement. Donc, on est en train d'essayer de faire l'acquisition de bâtiments autour de Quanta pour probablement accueillir un petit peu plus d'entreprises. Ce qui est intéressant, je pense que c'est la synergie. Dans l'aménagement urbain, il y a quelque chose qui a été oublié, c'est de grouper les compétences. Or, dans cette zone Nord-Marseille, qui est souvent connue pour des choses qui ne sont pas toujours positives, et à l'inverse, pour lequel on ne met jamais en avant ce qui est totalement positif, dans les arrondissements des 15e et 16e arrondissements, ils portent l'espoir économique de Marseille. Et donc finalement, rien de plus normal que d'y injecter des entreprises, des collaborateurs. Oui, ce sont des zones franches historiques. Oui, on n'a pas profité de l'aubaine de la zone franche parce que le personnel n'était pas toujours qualifié pour faire des hautes technologies. À l'inverse, tous les métiers du numérique ne sont pas nécessairement des métiers d'ingénieur. Oui, tout à fait. Et je trouve ce volet de cette accélération de start-up très intéressant. C'est effectivement de très bonnes idées, de très bons techniciens, mais au niveau marketing, il y a un gros manque encore, puisqu'on peut être un ou deux sur un projet, et on ne va pas plus loin que ce projet-là. Donc, c'est le pragmatisme anglo-saxon face aux techniciens français. Finalement, qu'est-ce qui fait que nos affaires fonctionnent bien ? C'est qu'on a réussi à mélanger les deux. C'est-à-dire un certain pragmatisme de terrain, pour en revenir à votre question sur l'éducation de l'enfance. Clairement, c'est de là qu'on vient le chercher. Et en parallèle de ça, la capacité à faire des produits qui sont cohérents et qui sont dans des budgets tout à fait acceptables. Et donc finalement, la quintessence des deux permet aux sociétés d'aller beaucoup plus vite. Donc tu me disais, vous ne prenez pas systématiquement une participation au capital des startups ? Non, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'éviter de sortir premier de l'accélération de start-up dans le sud, en France, etc., etc. L'objectif, c'est comment on crée un écosystème qui est dynamique et qui est sexy, qui va attirer les gens à venir travailler à Marseille, parce que c'est un enjeu d'attractivité du territoire que de démontrer une capacité à innover. Et à l'inverse, ça nous permet aussi de sourcer les talents et de sourcer des boîtes. Tout le monde n'est pas né entrepreneur, certains n'y arriveront pas. Et quelque part, ça nous permet d'avoir un carnet d'adresses qui est ultra large. Et lorsqu'on a besoin de mettre une compétence face à un talent, on arrive à accélérer ça aussi en interne. Et régulièrement, j'ai des entrepreneurs qui m'appellent pour me dire, voilà, je cherche quelqu'un qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Hop, immédiatement, on fait le matching. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Il faut réduire l'écart entre l'offre et la demande. C'est un basique du commerce. Et sincèrement, on n'a rien inventé. Et vous avez combien à peu près de startups ? Alors aujourd'hui, dans le programme d'accélération qui sont logés dans Quanta, on en a à peu près une trentaine. Dans le programme global d'accélération, on en a une centaine. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout la majorité qui sont basées ici. Et c'est un portefeuille qui est assez dynamique parce qu'on essaye de construire des alliances entre les entreprises. Par exemple, on a créé il y a quelques jours, j'en parlais cette semaine, de l'IoT Alliance. Tous les acteurs des objets connectés qui ont au moins vendu 20 000 objets, donc ils ne sont pas du tout en tout début d'activité, ils sont plutôt en phase d'accélération. Ils ont tous les mêmes problématiques de prototypage, d'accès à l'industrie, d'accès aux usines. On a un petit peu le problème du coronavirus en ce moment qui nous rappelle Carrément. Combien il est agréable de produire en France et de ne pas prendre ne serait-ce que d'embargo sur l'export.
Bien parce sûr. que certes, les usines sont fermées à l'heure où on se parle. Certes, elles sont censées réouvrir dans quelques jours. Et puis remettre tout ça en route, ça va être quand même bien complexe. Mais surtout, personne n'a expliqué qu'il y aurait des embargos sur le shipping et sur l'expédition. Donc typiquement, il y a une des magnifiques startups dans lesquelles on a investi, c'est HDSN. Ils font des objets connectés. On leur a construit une usine à Martigues, une usine en pop-up house, donc en maison préconstruite là, qui sont fabriquées à Rousset par une entreprise du territoire. 4 mois après, ils avaient une usine connectée, des robots, une chaîne logistique et la capacité à continuer à produire. Et aujourd'hui, ils ont la capacité à dire à des grands groupes français, regardez, Ouais, c'est finalement, possible. certes, ça coûtait quelques pourcents de plus, mais vous n'avez pas à prévoir peut-être 2 mois de stock. 2 mois de stock sur une année, ça fait quand même plus de 10% de stock immobilisé dans l'année. Et quand on produit 2-3% plus cher et qu'on immobilise 10% de stock, il y a un peu de mathématiques à faire, c'est pas toujours la meilleure solution. Donc Oui. produisons local. Le monde va nous montrer qu'après cette accélération Chine, etc., la robotisation, l'IA et tout ce qu'on est en train de mettre en place va permettre de relocaliser de la production dans nos pays. Mais si on ne parle pas de tech et de produits, effectivement, ou peut-être en France, on peut avoir une énorme valeur ajoutée, le Made in France, ça reste très compliqué pour la plupart des entreprises qui font du C'est produit. le millefeuille des normes. La France a cette beauté d'être un magnifique pays qui paye énormément d'élus à construire des complexités. Je regardais la semaine dernière, on est en pleine tempête de la réforme des retraites. Je crois qu'il y a un parti très à gauche qui a déposé 19 000 amendements. Peut-être que les excès de démocratie, parfois, on risque de les payer cher un jour. Il vaudrait mieux qu'on reprenne raison là, dans la décennie qui s'ouvre. On est à peine au tout début de 2020. Et souhaitons-nous à la fois peut-être une bonne année, une bonne santé, mais surtout d'être capable d'être raisonnable. Bien d'accord. On a parlé donc de ces 3 éléments que vous mettez en place pour accélérer les startups. Est-ce que tu penses que ce qui crée en fait les conditions du succès d'une startup, on peut parler de ça? Il y a des éléments qui créent les conditions du succès, qui sont des fondamentaux qu'il faut je toujours dis ça avoir. parce qu'il y a énormément de startups qui se plantent. Il y en a beaucoup qui se créent, il y en a beaucoup qui se plantent. Oui, quelle serait un on peu peut peut-être zoomer 2 secondes sur le sujet. Lorsque la French Tech a été créée en 2014, c'était un label marketing pour promouvoir notre capacité à innover. Les boîtes du digital, et les nôtres en premier, ont poussé comme des champignons dans un coin, et il n'y avait absolument rien de structuré, voire même c'était un écosystème invisible. Si on parle par exemple aujourd'hui du e-sport, quand on dit e-sport, les gens vous disent mais c'est des gamins qui jouent trop à l'ordinateur. Non, c'est une industrie à 35 milliards de chiffre d'affaires dans le monde qui va passer à 200 milliards dans les 5 ans. Donc c'est une manne économique immense. Certes, on a l'impression qu'ils sont un peu énervés avec leur souris derrière l'écran, mais il y a tout un écosystème dans le monde virtuel qui s'est mis en route sur le sujet. Les startups, c'était pareil. Et puis, comme d'habitude, quand on a une idée, immédiatement, ça devient la seule solution possible. Et donc, quand on a une idée, il faut lever de l'argent, il faut recruter, il faut des beaux locaux, il faut des fruits bio à la cantine, etc. Bon, nous aussi, on en a des fruits bio. Et c'est très bon, et il faut manger bio. Mais à l'inverse, il faut aussi avoir un vrai produit. À un moment, figer une version 1 de son produit. Souvenez-vous, l'iPhone 1 n'avait pas le Bluetooth. Tous les casques, les machins, les connexions à l'ordinateur, c'était le câble et c'est tout. Et sincèrement, c'est pas grave, ils en ont vendu des millions aussi. Et donc, on a toujours en France cette petite problématique d'avoir du mal à figer le produit. Et donc, derrière, comme on ne sait pas figer le produit, on ne sait pas le marketer, on ne sait pas le vendre. Et donc, on se dit qu'on va demander des fonds encore. Et puis après, on a des retards dans ses fournisseurs. Puis après, on a des problèmes de cash. Une start-up, c'est une entreprise. Et c'est une entreprise comme il en existe depuis toujours. Et c'est pour ça qu'il y a certains fondamentaux au-delà de la technologie et du logo sympa et du site web sympa et du baby-foot au milieu de la boîte. Allez, venez, on revient aux fondamentaux, on remet un petit peu de finance, on remet un petit peu de management, on fait des contrats de travail qui sont des vrais contrats de travail. Et finalement, c'est ce qu'on a souhaité faire chez Jaguar Management, que de mutualiser la partie back-office de là où ils ne sont pas bons. Voilà, moi un start-upper, je veux qu'il soit bon en techno, je veux qu'il soit bon pour raconter son projet. Je lui demande pas d'être bon en contrat de travail ou d'être bon en forecast financier. Voilà, sincèrement, on a créé des structures qui font ça.
Les Big Four, les gros cabinets type Deloitte et compagnie, ne sont pas du tout intéressés par les petites startups en début d'activité. Ce n'est pas leur cible. Eh ben, il a fallu créer cet outil-là qui n'existait pas. On l'a appelé Jaguar Management. Jaguar parce que c'est les recettes et le système d'information qui ont fait le succès de cette aventure. Et Management parce que c'est un sujet sur lequel en France, on a de gros projets à faire. Être capable de manager, il faut y aller. Bon, voilà. Après, vous avez des gens qui connaissent mieux le code du travail que vous. Et ceux-là, très clairement, il faut aussi les embarquer dans le projet parce que les attentes des collaborateurs de la génération Z ne sont pas du tout les mêmes que celles de la génération X. Et si le manager ne donne pas de sens à l'aventure, bah, tout le monde débarque. Tout le monde s'arrête. Et donc, beaucoup de boîtes coulent, pas parce que le produit n'est pas bon, pas parce que le mec n'est pas bon, parce que tout ce qu'il y a autour n'a pas été assez pris au sérieux. Il y a beaucoup de quêtes de sens aussi chez les jeunes. Tout le monde cherche du sens dans ce qu'on fait. On ne veut plus simplement il faut sauver le monde quand on se lève le matin. Parce que si on ne sauve pas le monde quand on se lève le matin, on ne se lève pas. Et donc, moi, l'un des critères qui est le plus important pour moi, c'est la capacité d'arriver à l'heure au travail. C'est la capacité d'être prévisible. Typiquement, on a quasiment banni le télétravail en totalité, ce qui fait toujours bondir quand je dis ça. Mais le télétravail, ça fabrique des gens qui sont déconnectés de l'entreprise. Les outils numériques ne facilitent pas la connexion à l'entreprise. Alors, 1-2 jours par mois, puis de temps en temps, quand il faut garder les enfants, il n'y a pas de souci. On a cette flexibilité. Mais le télétravail, dans la culture d'entreprise qu'on essaye de développer, doit rester une exception au service des collaborateurs et pas une règle au devoir de l'employeur. Oui, j'allais en venir au télétravail justement, puisqu'il y a quand même un gros souci de mobilité. Et pourtant, donc c'est contradictoire avec... Ouais, on a une idée en fait. On a de la chance finalement, on ouvre une nouvelle décennie. Donc on peut se retourner 3 minutes sur ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, où sincèrement ça n'a pas chômé beaucoup pour personne. Hein. C'est passé vite. Il s'est passé plein de choses, le monde a grave changé. Personne n'aurait pensé début 2010 que Trump finirait président des États-Unis, et pourtant c'était il y a quasiment déjà 4 ans, donc c'était un petit peu après le milieu de la décennie. Comme d'habitude, l'être humain il est tombé dans les excès de la nouveauté, et après 4-5 ans de retour, de réflexion, on revient à quelque chose de plus raisonnable. Voilà. Oui, les autoroutes sont bouchées, oui, tout est bouché, mais la solution, elle n'est pas binaire. Nous, on va annoncer dans quelques semaines un nouveau projet qui est celui de rapprocher l'entreprise des salariés. On le voit, en plus, on vit dans une métropole qui est complexe en mobilité, non pas parce qu'il y a des voitures, mais parce qu'il y a l'étang de Berre qui est au milieu, et parce qu'il faut faire le tour de l'étang de Berre, soit par la droite, soit par la gauche. Il n'y a pas de pont au milieu, hein, et il n'y a pas de tunnel en dessous. Donc, il faut rapprocher l'entreprise des salariés. On va créer des bâtiments qui vont être des bâtiments de proximité, un petit peu comme on a fait dans le cloud. On a découpé les serveurs en morceaux pour que plusieurs clients viennent sur un même serveur. Ils n'avaient pas du tout les moyens de s'acheter des serveurs à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Eh bien, on prend un serveur à 1 million d'euros et on le coupe en 50 000 pièces différentes. Et donc, à partir de quelques euros par mois, vous y avez accès. Il faut faire la même chose et disrupter l'immobilier parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit être capable de proposer ce que j'appelle moi un landing point, un point d'atterrissage, à moins de 30 minutes de chez elle. Si on n'est pas capable de mettre nos salariés dans des bureaux avec des outils, une ambiance de travail, des missions et des devoirs, à moins de 30 minutes de chez soi, c'est des gens avec lesquels on perd l'engagement. Et en fait, l'entreprise n'a absolument pas la possibilité de se priver du meilleur engagement de ses collaborateurs. Un contrat de travail, c'est un deal bilatéral. C'est je prends votre temps, votre passion, et en échange, je vous donne un projet sympa, un management non toxique et un peu d'argent. Voilà. Et si vraiment vous travaillez très très fort, alors vous aurez plein d'argent. Et sincèrement, il faut remettre la méritocratie en place. Et pour que la méritocratie, on soit capable de l'incanter, il faut se donner les infrastructures pour le faire. Voilà. Moi, quand je mets 1h03 pour aller au travail, sincèrement, j'ai pas envie d'y aller. C'est tout. Comme tout le monde. Il faut dire ça aux Parisiens qui
Beaucoup migrent dans les régions. Hein. Les Parisiens ont beaucoup, on va dire une trentaine d'années quand il faut faire ses études à Paris et puis prendre les premiers jobs parce qu'ils sont quand même super bien pressés. Mais une fois que la famille arrive et une fois que tout arrive, on a dans nos régions françaises, vous voyez, on vient d'ouvrir une agence à Nantes. Parce que Nantes est l'une des métropoles les plus dynamiques de France. 60 000 habitants supplémentaires l'année dernière. 60 000. On n'est pas en train de parler de 600 ou de 6 000. 60 000. Et sincèrement, notre soleil, on l'a acheté un peu cher. Donc maintenant, il faut qu'on le rentabilise. Pour revenir quelques minutes sur les startups, la croissance des startups, elle passe aussi par l'ouverture à l'international. Est-ce qu'on sait s'exporter en France ou dans la région En France, on sait surtout importer. Hein, donc on sait acheter des choses à l'étranger, les ramener en France, les distribuer en France. Ça, je pense que maintenant, c'est dans la tête de tout le monde. Et encore une fois, l'anglais est plus facile quand on achète que quand on vend. Hein. C'est plus facile d'acheter que de vendre. On a une non-culture de l'international en France qui est dangereuse et qui, quelque part, c'est un peu le résultat d'une enfance un peu gâtée. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la moitié de l'Afrique est francophone et que c'est facile. Sauf que les Africains, si on ne rentre pas dans une relation de collaboration à long terme, dans laquelle on forme des ressources en France pour être capable de reproduire localement là-bas, et si on ne prend pas l'avion 3 fois par mois pour aller leur toucher la main, c'est une culture qui n'est pas la culture française. Lorsqu'il s'agit de parler anglais, déjà les troupes commencent à être un petit peu plus rares. Et lorsqu'il s'agit d'avoir une mobilité internationale, alors là, c'est encore plus rare. Sincèrement, on a tout pour le faire. On a ici l'Apex qui fait vraiment un job extraordinaire avec une question très simple que j'ai posée à Nathalie Agege, son actuelle présidente. Est-ce que vous avez des cours d'anglais ? Est-ce qu'on peut recommencer par le début ? Est-ce que vous avez des avocats qui ne sont pas des loulous ? Et lorsqu'il faut faire un vrai contrat, il faut un contrat normal qui défend le client dans une position normale, sans mettre 6 mois à répondre. D'où vient ce problème de l'anglais qui est effectivement assez pesant ? On est un petit peu casanier, quoi. C'est-à-dire que notre région est belle, on a le ski à 2 heures et on a la mer à 20 minutes. Quel est l'intérêt de prendre l'avion, d'aller ailleurs ? Donc notre bassin de vie a fait de nous des gens relativement sédentaires. Et finalement, ce sont les plus jeunes qui voyagent assez facilement, ce qu'on appelle la génération EasyJet, qui eux parlent anglais quasiment parfaitement. Au-delà de ça, il y a une culture business dans laquelle en France, on prend le temps de bien faire les choses. On revient à la culture technique, hein. C'est vraiment ancré en nous, alors que cette culture de l'export, c'est la culture du pragmatisme, c'est la culture de la débrouille, et c'est la culture de l'engagement. Bon voilà, moi très sincèrement, j'ai beaucoup d'espoir sur le sujet parce que d'un pays de 70 millions d'habitants sur une planète de 7 milliards d'habitants, il ne faut pas avoir fait de longues études en mathématiques pour comprendre que la croissance, elle n'est pas tout à fait chez nous en intégralité. Même s'il y a de nombreuses opportunités à saisir, la modernisation de l'industrie, la modernisation des services et la création de nouveaux emplois, on ne peut pas ne pas faire de l'export. C'est impossible. Et pour faire de l'export, on est obligé de le faire ensemble, on est obligé de partager les bonnes pratiques, on est des fois obligé de partager des bâtiments. On va être chauvin 2 minutes. Le premier export, c'est le TGV le mardi matin à 5h30 à la gare Saint-Charles, dans lequel on se croise toujours les mêmes, on va dire les quelques vaillants courageux qui prennent le premier TGV, et on est tous avec notre petite valise pour aller dormir dans 25 hôtels différents. Premier projet qu'on portera cette année avec Made in Soft, c'est de créer notre ambassade des Marseillais à Paris. Voilà. On va en parler justement. Trouvez-nous un hôtel, trouvez-nous des bureaux, trouvez-nous des salles de réunion partagées et juste parlons-nous 5 minutes pour nous taper dans la main et y aller. Et encore une fois, dès qu'on se met d'accord, on est tous d'accord. Hein. C'est simple. On va en parler justement de Made in Soft. Donc, tu gardes en parallèle ton poste chez Jaguar Network. Tu deviens récemment donc directeur général de Made in Soft.
qui est donc un cluster qui accompagne les entreprises du sud de la France dans leur transformation digitale. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet-là ? Ouais, j'ai rejoint Medinsoft en 2014 lorsqu'on a récupéré le label Aix-Marseille French Tech. On l'a créé, on a conduit le dossier, on a réussi à faire labelliser cette métropole en formation à l'époque dans ce que j'ai toujours appelé une relation privée-publique. Contrairement à ce qu'on dit toujours du public-privé, là on a vraiment souhaité faire des acteurs privés les leaders d'une vision du territoire à 8-10 ans. C'était en 2014, on est déjà en 2020, et sincèrement 2024 c'est demain, hein. On ferme 3 fois la porte et on est en 2024. Medinsoft c'est quoi ? C'est une association à la base qui fédère les éditeurs de logiciels au début des années 2000. Voilà, les gens qui éditaient des logiciels, Internet n'était pas très développé, le numérique n'était pas du tout un standard, et tout le monde a appris ce métier qui était à l'époque NTIC, Nouvelles Technologies de l'Information. Aujourd'hui, le monde a changé. Le digital, un peu moins de 20 ans après, c'est quelque chose de tout à fait standard. Le smartphone est dans la main, le micro est en face de moi. Et donc, on enregistre tout ça et on doit s'en servir comme outil, comme levier pour être capable de démultiplier. Sauf que, sincèrement, les entrepreneurs, ils ont leur job à faire tous les jours. Ils n'ont pas forcément envie de s'y mettre. Ils n'ont pas forcément toujours les bons conseils. Alors avec le RGPD l'année dernière, qui était la réglementation sur la sécurité des données, les entrepreneurs recevaient des devis de 15 000 euros de cabinets d'avocats bien peu scrupuleux pour leur remettre un audit de leur compliance au RGPD, dont on était certain pour 100% que personne n'était compliante, et nous les premiers, très sincèrement. Et donc, quelque part, c'est hyper dur, quand déjà le domaine est inconnu, de tomber sur un premier contact qui se passe mal. Et donc, on a redéfini la baseline de Medinsoft il y a quelques mois, quand j'ai repris la DG là, au mois de novembre. Accélérer les entrepreneurs, accompagner les collectivités. On a besoin que les collectivités créent les conditions du succès. Que ce soit dans la formation, que ce soit dans des espaces immobiliers, que ce soit être capable de créer des écoles ou des piscines, voire d'installer de nouvelles écoles d'ingénieurs en allant chasser en meute. Et finalement, il n'y a qu'un cluster qui défend les intérêts des entreprises et les intérêts de leurs collaborateurs pour la métropole. Et quelque part, Medinsoft a fait une promesse il y a bien longtemps, que j'ai tout à fait envie de tenir et de démultiplier, qui est celle d'être le cluster numéro 1. Et pour être numéro 1, il faut travailler, il faut livrer et il faut faire du concret. Donc, nombreux sont les clusters qui réfléchissent à la vie de 2050, la vie de 2080. Sincèrement, je les laisse faire bien volontiers. On est tout à fait d'accord de récupérer leurs travaux et d'en faire écho. On est là pour tous travailler ensemble. Mais nous, on va vraiment s'occuper, et on s'occupe de ce qui se passe à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois, etc. Dans une logique d'aménagement du territoire et donc mécaniquement en collaboration avec tous. Donc ça se traduit concrètement par la réalisation d'un livret, c'est ça, de solutions technologiques concrètes, chiffrées, réalisables. Alors là, c'est l'Académie des futurs élus. L'Académie des futurs élus, on a ouvert cette manifestation totalement atypique cette semaine, c'était le 6 février. Le 6 février, c'est une date qui est un petit peu choisie, provoque mais pas trop, parce que les tensions dans la campagne municipale sont quand même perceptibles à peu près à tous les instants, que ce soit dans la presse ou dans la presse immédiate que sont les réseaux sociaux. Et donc, on a vu tout le corps associatif métropolitain faire des propositions. Il faut sauver le centre-ville, il faut créer des emplois, il faut plus d'écoles. So what, on est tous d'accord de faire ça. Mais comment on fait ? Mais concrètement... Ouais. Et combien ça coûte ? Et on les met où ? Etc., etc. Donc on a pris l'inverse de cette façon de voir les choses. 51 propositions. On a un marketing assez facile à retenir. Et donc, au-delà de ces 51 propositions, elles sont dans des budgets réalistes, parce que le seuil des marchés publics est passé de 25 000 à 40 000 euros sans publication au 1er janvier 2020. C'est aussi des marchés d'expérimentation qui ont été mis en place par Mounir Majoubi juste avant de sortir du gouvernement, jusqu'à 100 000 euros, et dans une définition de l'innovation qui est ultra large. Et donc, cette Académie des futurs élus,
Elle a fait le boulot de créer un très très grand tableau sous la forme évidemment d'un livret qui explique la démarche, qui est téléchargeable sur le site de madeinsoft.com dans la catégorie Smart City. Et ce livret, en fait, aborde des sujets hyper simples. Il nous faut une régie des transports, il nous faut du logement correct, et donc chaque proposition, elle est chiffrée. Il y a l'entreprise qui potentiellement, adhérent ou non adhérent de Made in Soft, peut selon nous faire le mieux le job. Et ce job-là, encore une fois, il est concerté et dans Made in Soft et dans tous les partenaires qui ont construit le job. Et surtout, c'est projeté dans le temps avec des interdépendances. Voilà. P0, c'est une priorité immédiate, il faut le faire tout de suite. Lorsque les nouvelles équipes vont prendre les différentes collectivités, il faut lancer P0. P1, c'est plutôt une fois que les P0 sont faits. P2, on peut aller à mi-mandat, si c'est lancé à mi-mandat, on le fera. Et finalement, cette soirée, on a accueilli plus de 300 personnes, dont des dizaines d'élus. Tout le monde a vraiment joué le jeu de cette approche, encore une fois, assez atypique. Et ils sont tous repartis avec leur petit livret. Pas mal de réactions positives dans les réseaux sociaux, pas mal de réactions positives d'élus qui nous ont envoyé des petits messages de sympathie. Et on va couronner ça par une charte qu'on demande aux élus et futurs élus de signer. Cette charte, elle est mise en ligne sur le site de Made in Soft avec une position très simple. Ceux qui la signent, on dit qu'ils l'ont signé. Et ceux qui ne l'ont pas signé, on dit qu'ils ne l'ont pas signé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, l'association est ouverte à tout, tous les courants politiques, etc. etc. Mm-hmm. C'est le job d'une association que d'être tant que les choses sont républicaine. Faites, voilà, peu importe. Une fois. Exactement. Et donc, l'objectif, c'est, au-delà du fait d'avoir réussi depuis 2014 à créer un écosystème, au-delà du fait d'avoir réussi à implanter les startups, d'avoir fait migrer des Parisiens et des talents dans la région, il faut se souvenir que 55% du chiffre d'affaires en France, c'est du marché public et que les collectivités, avec les baisses des dotations de l'État, doivent être plus performantes. Et donc, ce qu'on propose, c'est un barycentre entre quoi ? Un écosystème de l'innovation avec lequel il faut jouer local. C'est un Small Business Act que tout le monde incante mais que personne ne réalise. C'est aussi une collectivité qui doit se transformer mais qui ne sait absolument pas par quel bout le prendre, avec toutes les complexités de délégation, de marché, de compétences et de vision qui sont là. Et un troisième sujet, qui est que notre territoire, il doit ou devenir leader ou mourir. C'est fini la plaisanterie de la transformation long terme, Le monde, il accélère dans des proportions absolument hallucinantes. Les Chinois ont réussi à construire un hôpital de 25 000 m² en 10 jours. Ouais. Très sincèrement, nous, en 10 jours, on n'a pas rendez-vous avec l'instructeur. En 10 jours, on n'est pas capable d'acheter le terrain. En 10 jours, on est à peine capable d'avoir un rendez-vous avec l'agence immobilière. Donc, très sincèrement, on va en crever de cette façon de fonctionner. Et donc, c'est le job de Made in Soft, c'est le job des équipes de Made in Soft que d'avoir fait porter cette Académie des futurs élus. Je vous rappelle, il y a 600 000 élus en France et il y a 2 instituts de formation. Et donc, on a un grand campus de formation bordelais qui va s'installer sur The Camp, qui cherche aujourd'hui un deuxième souffle après ce qu'avait fait Frédéric Chevalier sur la Smart City. On s'est dit, et tout le monde a eu vraiment la bienveillance de jouer le jeu, qu'il fallait impérativement implanter cette école, l'Institut des hautes études pour l'innovation et l'environnement. Ça fait totalement écho avec ce que fait Made in Soft, sur le campus de The Camp, former des élus. Sincèrement, tout seul, c'est une initiative, à partir de 2, c'est un parti. Donc si on est capable de former ne serait-ce que des élus extérieurs ou les élus de notre territoire à comprendre ce que veut dire le développement durable, à comprendre comment on mobilise l'innovation au service des citoyens et pas au service du business des entreprises, au service des citoyens, au service de la collectivité. Comment, ne serait-ce que le fait d'être un élu est important. La République En Marche a projeté à l'Assemblée nationale des gens qui n'étaient pas des professionnels de la politique. Sincèrement, moi j'ai trouvé ça très sympa de renouveler un peu la classe politique. Aujourd'hui, on en souffre. On en souffre parce que effectivement, ils n'ont pas tous les codes, ils n'ont pas tout le savoir et ils n'ont pas l'organisme de formation qui va bien. Donc l'IDHE,
Ils ont mis leur site en ligne idhe.fr la semaine dernière. À The Camp et à Bordeaux et à Nantes vont former des élus à la Smart City, au financement intelligent, à le fait d'être un élu à l'heure du numérique. Donc il y a 3 premiers modules là, qui ont été finalisés avec différents acteurs du territoire. Et il y aura 3 nouveaux modules qui vont apparaître dans la 2e semestre pour être capable vraiment de donner un maximum de chances de réussir. Soit on y va, soit ce ne sera plus une question sur l'export, ce sera les gens qui vont s'exporter. Et là, ça, sincèrement, on ne peut pas rester qu'à partager la misère. Il faut aussi des gens qui créent de la valeur ajoutée, qui créent de l'emploi pour être capable de développer notre territoire. C'est une très, très belle initiative. En tout cas, à quel terme tu espères avoir des résultats concrets sur... Alors, il y en a déjà, pour la simple et bonne raison qu'il y a un certain nombre de ces formulations qui ont déjà été expérimentées. Notamment, on a toujours nos 3 villes témoins, Aix-en-Provence, Istres et Saint-Mitre-les-Remparts, qui ont servi à la commission Smart City de villes expérimentales. Peux-tu nous rappeler ce que c'est une Smart City pour les auditeurs? Alors, une ville intelligente, c'est une ville qui va disposer d'outils dont beaucoup, évidemment, sont numériques, pour être capable de réguler la façon dont elle fonctionne. 2 exemples que tout le monde va comprendre. Éteindre l'éclairage public quand il n'y a personne. Ça paraît tellement basique, mais ce n'est absolument pas fait. Or, la facture d'énergie d'une ville, c'est quasiment 10% de son budget. Donc si on peut gratouiller quelques pourcents, ça permet de restaurer le gymnase et de créer un skatepark supplémentaire. Ouais. Mais on est vraiment dans des choses qui sont visibles. Et un deuxième cas d'usage qui est là aussi, tout le monde le comprend. Aujourd'hui, un réseau d'eau dans une ville fuit entre 10% et 20%. Donc c'est comme si vous achetez un pack d'eau et que vous en laissez une bouteille à la caisse, parce qu'entre le temps où vous la transportez et le temps où vous la buvez, vous en avez perdu 15%. Personne n'accepterait ça. Or, comme aujourd'hui c'est invisible, tout le monde le tolère. Et moi, je dis toujours qu'il faut rendre possible ce qui est souhaitable. On ne peut pas parler de développement durable, décarbonation du monde au journal de 20h, et en même temps, regarder l'eau fuir dans sa ville en souriant et en coupant le ruban des fêtes de Noël chaque année. Donc voilà, une Smart City, c'est ça. C'est aussi de nouveaux usages pour le citoyen, parce qu'on n'a pas toujours le temps d'aller faire son passeport la semaine, et parce que sincèrement, ça commence à être un peu rébarbatif. Et donc la e-administration, moderniser tout ça, avec un volet inclusif, parce que aussi il y a des personnes âgées qui ne le feront pas. On ouvre ce qu'on appelle maintenant des maisons du bel âge, et dans ces maisons du bel âge, on y met des correspondants digitaux qui vont venir aider papy, mamie à faire la déclaration d'impôt sur Internet, parce que la déclaration d'impôt papier, où on vous recevait pour refaire le calcul avec une calculatrice à côté de vous, ça n'existe plus, ça a disparu. Et voilà, donc cette ville, elle est inclusive. Encore une fois, 52% des gens vivent dans les métropoles. Si on ne veut pas tous se taper dessus dans 10 ans, il vaut mieux qu'on agisse un petit peu rapidement. Concernant la 5G, donc elle est déjà arrivée. Les opérateurs nous promettent tous un changement radical, bien supérieur à la 4G. Nous aurons de l'ultra débit, c'est x20. Ça va également permettre de réduire les zones de facture numérique, etc. Donc on va avoir aussi une meilleure couverture dans les zones moins favorisées. Est-ce que la fibre optique, elle coûte assez cher? La 5G va remplacer la fibre optique? Alors, la beauté du geste, c'est que personne ne remplace jamais personne. En général, on garde toujours les deux. Déjà, ces deux sujets qui sont totalement différents. La fibre optique, c'est des câbles qui passent dans le sol. C'est assez cher à déployer parce qu'il faut faire des trous quand ils n'existent pas. Mais souvent, on met la fibre à la place du câble téléphonique. Donc ça ne coûte pas très cher. C'est de l'ordre d'à peu près 15 000 € du kilomètre. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'il y a 15 ou 20 ans. C'est quasiment devenu accessible. Le problème de la fibre optique, c'est qu'il y a des ruptures mondiales parce qu'il y a trop de demandes mondiales et il n'y a pas assez d'usines qui en produisent. Et avec le coronavirus, je ne vous en parle même pas, on va tous prendre 3 mois de retard sur les réseaux, etc., etc. La 5G, c'est une autre promesse. La 5G, c'est la promesse de la mobilité. Là où la fibre optique dessert le fixe, le logement, le bureau, la 5G, elle vous dessert dans la rue, dans le métro, dans le tramway. Et surtout, elle a un enjeu qui est très proche du B2B. Le débit plus important, ça a du sens pour regarder YouTube en 8K, c'est-à-dire pour avoir des super vidéos, etc. Mais toute la chaîne va devoir évoluer. Les gens qui fabriquent des écrans, les batteries,
Le prochain iPhone là, qui aura la 5G sortira probablement au mois de septembre 2020. Et c'est intéressant. Ce qu'il faut regarder, c'est tous les autres usages qu'on peut avoir autour de ça, notamment les usages liés aux objets connectés. Les voitures autonomes, la capacité à faire des villes intelligentes comme on vient de l'aborder, la capacité à faire de l'industrie intelligente. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'imprimer une pièce métallique en 3D, et c'est quasiment immédiat, on va dire 48 heures pour imprimer une pièce complexe, par rapport au temps qu'il faut pour faire un moule, gommer les défauts du moule, le faire sécher. Là. Donc on va faire en 2 jours ce qu'avant on mettait 2 mois à faire. Et donc ça va ouvrir plein de nouvelles opportunités, mais ce n'est pas pour demain tout de suite. Il va falloir que la technologie soit mise en place. Aujourd'hui, les télécoms, leur business, c'est clairement le modèle du B2C. C'est la box à la maison, Netflix par-dessus et les services éventuels que vous pouvez acheter. Il y a une nouvelle zone qu'on va ouvrir, une nouvelle ère qu'on va ouvrir. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité que Jaguar noue une alliance avec le groupe Iliad. Quand je suis allé voir Xavier pour nouer une alliance stratégique avec lui, c'était parce que j'avais besoin des réseaux mobiles et des réseaux fibres, et que l'argent, il fallait le mettre dans les services, l'investir dans la création de nouveaux logiciels, de nouveaux usages, et pas reposer dans la même rue le énième câble de fibre optique à côté de celui de Free, à côté de celui d'SFR, d'Orange et compagnie. Et donc, cette 5G va ouvrir beaucoup de nouveaux usages qui vont à la fois diligenter de nouveaux business models, de nouvelles startups. Pourquoi ? Parce que la technologie, comme d'habitude, on met 2 ans pour se l'approprier, on met 2 ans de plus pour qu'elle sèche, et puis on commence à la vendre 4 à 5 ans après. Et donc aujourd'hui, les premiers réels usages de la 5G, en dehors du fait que votre mobile aille plus vite, vous les verrez apparaître probablement en 2022, 2023, 2024. Donc ça nous laisse un petit peu de temps pour nous projeter. Parce qu'en effet, donc le fait d'aller beaucoup plus vite risque de changer notre mode d'organisation, les entreprises, vite, les villes. Plus loin, on va pouvoir se parler en vidéo, on va pouvoir se parler des documents, on va pouvoir partager des documents en quasi temps réel. On va pouvoir piloter des robots avec des flux à haut débit, on va pouvoir faire de la télémédecine. Une expérimentation 5G que j'avais vue au CES de Las Vegas il y a 2 ans, c'était quelque chose qui était waouh et qui était hyper effrayant. C'est l'histoire d'un passionné de VTT qui met une paire de lunettes avec des caméras en 5G et son épouse dans le canapé qui suit en temps réel ses exploits en 5G. Bon, le wow, c'est la qualité de la vidéo, le partage immersif et la capacité d'avoir des échanges de nouvelle génération. La partie pas wow, c'est qu'on aurait préféré qu'elle soit à côté de lui sur le vélo pour partager des choses humainement. Et donc, va s'ouvrir, à mon avis, un grand enjeu avec tout ça. C'est là où les Français, pour l'occasion, sont champions. C'est tous les devoirs d'éthique, tous les devoirs de compréhension. On est un peuple de philosophes, donc on n'hésite pas à se poser des questions, parfois un peu trop, ça affecte le business. Alors là, pour cette partie-là, il y a un réel devoir de précaution. Et n'oublions pas les fondamentaux qui ont fait qu'on est vivant depuis quand même quelques centaines de milliers d'années, quoi. Sans 5G. On a réussi à tenir sans la 5G depuis quelques centaines de milliers d'années. Mais effectivement, je pense aux Jeux Olympiques en Corée du Sud où les spectateurs pouvaient visionner les matchs en même temps que ça se déroulait. En termes d'entertainment, ça va être la folie. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous avez une caméra embarquée sur une Formule 1, vous avez l'impression de vivre la course de l'intérieur. Moi, j'ai toujours été tout à fait admiratif de voir une vue intérieure de Formule 1, le parcours qui défile, etc. Bon, demain, c'est standard. Et c'est standard pour tout le monde. Pendant que vous êtes au travail, vous participez à la vie de vos enfants avec des nouvelles typologies d'interaction, etc., etc. Voilà, encore une fois, la techno, elle ouvre toujours plein de choses. Il y a toujours des gens raisonnables pour pas s'en méfier. N'oublions pas que quand le clonage a été quasiment validé, la première chose qu'ont essayé de faire les Chinois, c'est de cloner des humains. Donc, bon, si juste on pouvait s'arrêter déjà à Dolly, c'était déjà sympa. Et il va falloir réguler. Et pourquoi j'aime l'Europe et pourquoi j'envisage pas de vivre en dehors de l'Europe ? Parce que l'Europe a une certaine forme de rationalité via la régulation. Se pose la question basique de réguler
pour survivre ou réguler pour avoir un déficit de compétitivité et mourir. Et la question qui s'ouvre devant nous, elle est éminemment complexe. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de politiques professionnelles, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de former des classes d'élus. Voilà, Rome, c'est pas fait en un jour. Les smart cities, c'est un sujet qui va mettre 10 à 15 ans à émerger. La 5G, ça va mettre 4 à 5 ans à émerger. Et donc, sincèrement, il faut aussi laisser le temps au temps pour se poser les bonnes questions et y apporter une tentative de bonne réponse, puisqu'évidemment, vous le savez, il n'y a pas de bonne réponse à tout ça. Très intéressant. Je sais que tu as également une activité de business angel. C'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui, enfin, surtout maintenant que tu as accès à énormément d'entrepreneurs qui viennent te voir. Ouais, il y a différentes formes d'angélisme, hein. J'aime pas du tout le terme de business angel parce que sincèrement, moi je suis un business partner. Je suis toujours assis à côté d'eux, à leur poser des questions, à essayer d'aider quand c'est possible, évidemment avec toute la modestie et l'humilité qui va avec, parce qu'il y a plein de business que je connais pas et des modèles que je comprends pas. Il y a quelques mois, j'ai investi dans un restaurant, je connaissais absolument pas ce truc-là. Évidemment, j'ai un peu digitalisé le truc, évidemment, on a un peu disrupté le modèle de la restauration et ça fonctionne plutôt bien. On va essayer d'en ouvrir quelques autres dans les semaines qui arrivent. D'accord, donc c'est quoi le fit avec l'entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait embarquer dans ce qui fait une entreprise, son entrepreneur, c'est sa bienveillance. Vous savez, il y a une question qui me gratouille toujours la tête, c'est est-ce qu'on peut vraiment réussir et rester sympa? Steve Jobs, il a très très bien réussi. Je ne pense pas qu'il était connu pour être d'une gentillesse absolue. Et moi, je pense que oui, en fait. Et donc, sincèrement, la première clé de réussite d'une entreprise, c'est l'entrepreneur qu'on y met à la tête. Après, on peut venir à côté de lui, s'asseoir à côté de lui, réfléchir, conseiller. À la fin, c'est lui qui porte le projet. Et c'est pour ça que je suis souvent minoritaire des business que j'appelle secondaires, dans lesquels je co-investis avec d'autres, ou que j'investis avec d'autres, parce que c'est l'histoire de leur vie à eux, c'est pas l'histoire de ma vie à moi. Moi, j'attends pas de gagner de l'argent d'un restaurant. Il faut créer les conditions du succès. Et pour créer les conditions du succès, il faut un écosystème dynamique. C'est pour ça que j'investis beaucoup dans ma région, au service de notre attractivité, je répète ce que je disais tout à l'heure, mais aussi au service d'un espoir et d'un destin partagé, quoi. Encore une fois, si on veut changer le monde et expliquer à ses salariés qu'on veut changer le monde, le plus simple, c'est de le faire vraiment, hein. C'est quand même plus simple à expliquer quand on le fait que quand on fait PowerPoint, hein. Et bon, ça va, on sait faire les deux quand même. Pour finir, j'ai quelques questions courtes. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à la jeunesse d'aujourd'hui? J'entends moi souvent dans le Sud, oui, si on veut faire quelque chose, il faut aller à Paris. Si tu veux monter une boîte, comment les jeunes aujourd'hui, surtout dans le Sud de la France, peuvent se projeter pour... Alors, déjà, on va commencer par un sujet simple, c'est qu'il y a plein d'espoir partout. Tous les métiers sont en train de basculer. Et moi, j'expliquais la semaine dernière qu'au-delà des développeurs informatiques, au-delà des ingénieurs logiciels, au-delà des électroniciens, en fait, il faut aussi des gens qui savent tenir une perceuse pour installer une antenne Wi-Fi, hein. Et sincèrement, trouver quelqu'un qui les installe bien, dans lequel on est sûr que quand on a payé une étude de champ électromagnétique et qu'on veut que l'antenne elle soit penchée à 4 degrés et que quand elle est penchée à 9 degrés, ça ne marche plus, en fait, on veut vraiment le mec qui va la mettre à 4 degrés, hein. Et ça, c'est quasiment impossible à trouver. Donc je dirais que la première chose que je conseillerais, c'est la fiabilité. Voilà. Levez-vous à l'heure, soyez prévisible, faites ce que vous dites ce que vous faites, partez de fondamentaux qui sont droits, ça évitera de finir tordu. Deuxième sujet, c'est que lever des fonds, c'est pas obligatoire. Moi, j'en ai jamais levé. Je suis incapable de donner des conseils à quiconque sur la capacité à lever des fonds. Je pense que j'arriverai assez facilement à lever des fonds en faisant des beaux PowerPoint et en payant un beau graphiste pour faire des beaux trucs. Avec une belle histoire, aujourd'hui, on peut lever plein d'argent. Mais lorsqu'on lève de l'argent, on ne vient pas braquer une banque, hein. On vient réclamer la confiance d'un investisseur en lui promettant un retour sur son investissement de l'ordre de 10 à 15% par an minimum. Donc lever des fonds, il y a des fois ça se réfléchit, il y a des professionnels du genre, hein, qui se payent très très bien en consommant les fonds des autres, et ces bonimenteurs quelque part font beaucoup de mal à l'écosystème. À l'inverse, oui, il faut prendre le TGV, oui,
Oui, il faut prendre le TGV, c'est sûr. Oui, il faut être mobile, oui, c'est sûr. Oui, il faut aller dans les régions dans lesquelles, peut-être pour initialiser un parcours client, c'est plus simple. Un jour, un élu bien connu marseillais m'a dit vous savez, Kevin, nul n'est prophète en son pays. J'ai dit mais on ne peut pas réclamer aux gens d'investir dans leur pays et à l'inverse, de ne pas travailler avec eux. Et donc, quelque part, il faut énormément bosser sa capacité de persuasion, son charisme, sa capacité de séduction, avoir les premiers clients sans gagner d'argent. Voilà, les premiers clients, il faut perdre de l'argent parce que quand vous allez voir le troisième, le quatrième, le cinquième client, vous avez déjà la confiance de 2-3 derrière vous. Et donc, quelque part, vous êtes déjà, on peut vous croire tout de suite. Et donc, il faut être capable de se projeter. Alors, malheureusement, parfois, la vie est un peu court-termiste. Quand on monte un projet d'entreprise, il faut voir à 5 ans, à 10 ans. Et l'entrepreneur qui n'arrive pas à voir 5 ans devant lui, il faut qu'il prenne aussi des moments où il mette son téléphone en mode avion. Moi, je réclame à Apple qu'ils enlèvent le mode avion. Je veux qu'ils appellent ça le mode tranquillité. Parce qu'en fait, l'avion, on ne le prend pas toutes les secondes, alors que sincèrement, on a vraiment besoin d'éteindre son iPhone à peu près tous les jours. Et donc, cette espèce de mode tranquillité, j'espère que la fonctionnalité apparaîtra un jour. Moi, j'accepte volontiers que mon épouse ou que mes enfants puissent m'appeler, mais le reste de la planète, je voudrais qu'ils ne m'appellent plus. Parce que je suis là pour une urgence, mais je ne suis pas là pour qu'on vienne s'accaparer mon temps de cerveau. Je pense que quand Étienne Moujotte disait « moi, j'offre à mes publicitaires du temps de cerveau disponible », je pense qu'il est très, très urgent de rendre notre cerveau très indisponible. Voilà, il faut lire. Un entrepreneur, ça lit, je pense, 2 à 3 livres par semaine. J'en ai un sur le bureau qui va faire mon week-end, Aurélie Jean de l'autre côté de la machine. Voyage d'une scientifique au pays des algorithmes. Écoutez, j'ai aucune idée de ce dont ça parle, mais je pense que d'ici lundi matin, j'en aurai plutôt une bonne idée. Justement, qu'est-ce que tu lis plutôt donc des livres techniques, des livres de management, ou tu peux lire des romans aussi En fait, je vais être très honnête, je lis essentiellement des livres techniques pour être capable de rester lead technique, parce que dans la phase d'accélération qui est la nôtre, il faut être à peu près bon sur tous les sujets, et je dois être à peu près incompétent sur tous les sujets. Donc, il faut courir après le TGV, très simplement. Et puis, effectivement, dans des périodes un peu plus calmes, à l'été ou des choses comme ça, on essaie de s'oxygéner l'esprit. On est très, très accaparé, les mails, le travail, les startup consultes où je continue à recevoir des entrepreneurs, des start-upers le samedi. Il faut lire de tout, sincèrement. Ce que j'aime beaucoup, et je ne l'avais pas du tout anticipé, c'est lire les histoires de certains grands entrepreneurs américains. Parce que sur un livre de 300 pages, j'en retiens 2, quoi. Donc c'est les 2, je pense, qui comptent, qui me touchent à moi. Et les 2 qui sont les miennes ne seront pas les 2 de ceux qui vont lire les autres livres, ouais. Parce qu'il s'est quand même tapé 300 pages à écrire. Donc j'espère que les autres ne fonctionnent pas comme moi. C'est l'histoire de Pixar, c'est l'histoire des grands succès qui sont autour de nous, qui sont des miracles de la création et des miracles de la croissance, et des bonnes pratiques. Mais pour revenir sur la question initiale, faites-vous confiance. Quand le lion a faim, il mange. Donc quand le lion a faim, il mange. Revenir au basique. C'est tout. On n'a rien inventé, encore une fois. Il faut... Le numérique, c'est qu'une expression des flux qui existent dans la vie de tous les jours depuis toujours. On l'a vu, moi ça m'avait fait absolument marrer quand j'avais vu le volcan en Islande qui avait figé le transport aérien. Bon, vous superposez la carte des câbles télécoms et la carte des flux aériens, c'est la même carte. C'est tout. Et pas besoin de rien du tout. Ok, qu'est-ce qui te pousse toi à avancer tous les jours ? Je vois que tu es très engagé pour la région, effectivement. Est-ce que c'est plutôt cet engagement on appelle Bordeaux la belle endormie, parce que Bordeaux c'est assez beau, c'est assez bien construit, c'est plutôt assez propre, et nous je dirais qu'on est un peu la mauvaise réveillée, quoi. C'est-à-dire qu'il est l'heure de sortir du cauchemar et d'aller un petit peu plus loin dans la façon dont on fait les choses. Et donc ce qui me pousse évidemment, c'est la capacité à rester sur le territoire où j'ai grandi. C'est assez clair. Et à côté de ça, c'est aussi d'avoir des équipes projets, parce qu'être capable de travailler ensemble, c'est quand même très sympa.
Et effectivement, avoir des réalisations réelles, ça fait que la vie, tous les mois, avance un petit peu plus vite. Et que sincèrement, le jour où on s'endormira définitivement, on aura à la fois de nombreux souvenirs et beaucoup de choses à transmettre. Et finalement, ce qui m'intéresse, moi je ne fais pas du tout ça pour l'argent, rien du tout. On a grandi dans une famille ouvrière à Istres et à Marseille, donc absolument on n'a aucun besoin particulier. Et à l'inverse, on a plein de projets à l'esprit. Donc il faut être capable d'attirer du monde dans ces projets-là. Et mon père me disait toujours quelque chose d'assez vrai, hein. On prend le niveau des gens qu'on fréquente. Et donc, pour qu'on puisse avoir un niveau qui s'élève, il faut aussi accepter de s'élever tous ensemble. Sinon, effectivement, on finit par parler de l'OM et les incendies, ce qui font quand même les grands titres de la Provence régulièrement. Et on aime bien l'OM, parce que je suis au stade ce soir, mais les incendies, on aime moins. Parfait, merci beaucoup. Ça a été vraiment très enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Tous ces projets, j'espère qu'ils vont se réaliser tout simplement. Tu es quelqu'un de très optimiste. On est à peu près certain que ça va se réaliser parce qu'on y met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et sincèrement, vous allez voir, regardez la presse dans les semaines qui arrivent, vous allez voir des choses arriver qui sont assez marrantes. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci Kevin. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que le contenu vous a plu et vous a inspiré autant que moi. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en le partageant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela permet tout simplement qu'un plus grand nombre de personnes puissent à leur tour apprendre et être inspirées par ces entrepreneurs incroyables que j'ai la chance de rencontrer. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.